L'organisation terroriste État islamique a confirmé ce jeudi la mort de son chef Abu Bakr al-Baghdadi, 5 jours après l'annonce de son décès par Donald Trump dans une opération américaine en Syrie, et nommé son successeur en menaçant les États-Unis de représailles. Nous reviendrons sur les conditions de l'assaut donné par les forces américaines, le rôle joué par al-Baghdadi depuis les débuts de Daesh. Nous verrons aussi que dans le nord de la Syrie, l'organisation terroriste survit avec de nombreux attentats commis ces derniers jours. En France, la première tempête hivernale a touché la France ce week-end. Météo France a placé 8 départements en vigilance orange. Les rafales de vent ont atteint, voire dépassé les 140 km/h. Et les premiers dégâts sont attendus d'ici peu. Nous ferons le point dans un instant. Et puis c'était l'événement sportif du week-end. La Coupe du Monde de rugby a pris fin au Japon avec la victoire écrasante de l'Afrique du Sud sur l'Angleterre. Score final 32-12. Les Springboks ont décroché leur 3e couronne mondiale et rejoignent la Nouvelle-Zélande et l'Australie en tête du classement des nations les plus titrées. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal pour 30 minutes d'actualité. L'armée américaine a dévoilé mercredi de premières images et vidéos de son opération commando en Syrie qui a abouti à la mort du chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, de 5 autres membres du groupe djihadiste et de 2 jeunes enfants. Nous vous l'annoncions dimanche dernier en exclusivité. Donald Trump avait envisagé dès lundi de rendre public des extraits de la vidéo du raid qu'il a pu personnellement suivre en temps réel depuis la Maison-Blanche grâce aux caméras embarquées des soldats des forces spéciales. En voici les images. Mercredi, lors d'une conférence de presse, le Pentagone a diffusé plusieurs photos et extraits vidéo où l'on voit notamment une dizaine de soldats approcher dans la nuit de samedi à dimanche de l'enceinte du complexe où était caché le chef djihadiste dans un village du nord-ouest de la Syrie. Le Pentagone a apporté certaines clarifications au sujet du déroulement de l'opération. Ainsi, quand Abu Bakr al-Baghdadi a fait exploser la bombe qu'il portait sur lui dans le tunnel où il se trouvait, la détonation a tué, outre lui-même, 2 jeunes enfants et non 3, comme les autorités américaines l'avaient initialement affirmé. En plus des 2 enfants, 6 membres de l'État islamique sont morts en tout au cours du raid, 4 femmes et 2 hommes, dont al-Baghdadi. Les femmes agissaient de manière menaçante et portaient des gilets explosifs. Du matériel électronique et des documents en quantité substantielle ont également été saisis. D'autres combattants non identifiés ont été tués dans les environs quand ils ont ouvert le feu contre les hélicoptères américains. Une vidéo montrant des frappes aériennes contre ce groupe de combattants a été diffusée. Quant au chien soldat qui a précédé les militaires dans le tunnel, salué comme un héros américain par le président Trump, il a été blessé par des fils électriques mis à nu par la détonation déclenchée par le chef djihadiste, mais il est prêt à reprendre du service. L'ADN d'Abu Bakr al-Baghdadi a été prélevé parmi les débris et ultérieurement comparé avec celui obtenu lors de son passage dans une prison en Irak en 2004, permettant de confirmer sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait bien de lui. Une fois l'opération terminée, le complexe a été détruit pour éviter qu'il devienne un lieu de pèlerinage. La dépouille d'al-Baghdadi a été immergée en mer conformément aux lois de la guerre dans les 24 heures suivant sa mort, une pratique qui rappelle celle adoptée après la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Pourquoi une telle décision? Élément de réponse. Où se trouve désormais le corps d'Abu Bakr al-Baghdadi? Interrogé sur le sujet, le Pentagone s'est bien gardé de le dire, ne donnant aucun indice sur l'endroit où l'armée américaine a déposé la dépouille du chef de l'organisation État islamique. Seule certitude, les États-Unis ont choisi une immersion en mer, comme cela avait été le cas pour Oussama Ben Laden en 2011. Pourquoi? Au contraire de l'administration Obama qui avait communiqué sur le sujet il y a 8 ans, le gouvernement de Donald Trump n'a pas encore fourni d'explication officielle, mais un responsable du Pentagone, sous le sceau de l'anonymat, a assuré que la sépulture en mer avait été choisie pour éviter qu'une éventuelle tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Exactement comme en 2011. Mais ce qui distingue plus encore les 2 immersions, ce sont les éléments de langage avancés par les uns et les autres. Quand l'administration Obama avait assuré en 2011 avoir respecté la tradition islamique, le Pentagone a cette fois mis en avant les lois de la guerre. Un moyen d'éviter une nouvelle polémique? Après la mort d'Oussama Ben Laden, alors qu'un haut responsable du gouvernement américain avait indiqué prendre très au sérieux le traitement du corps du djihadiste, plusieurs autorités du culte musulman avaient en effet critiqué le choix des Américains d'immerger la dépouille en mer, une pratique réprouvée selon eux par les textes religieux.
Ces dernières heures, les autorités américaines n'ont donc pas évoqué la religion musulmane. Le chef d'état-major de l'armée, le général Mark Milley, a préféré décrire un traitement approprié selon la procédure militaire et en accord avec les lois de la guerre. Une formulation donc très vague qui là aussi peut faire débat. Les conventions de Genève qui fondent le droit international dans le cadre des conflits exigent le respect de la culture du mort en matière funéraire et de lui accorder une sépulture, qu'il soit militaire, civil, allié ou ennemi. Explique ainsi au Parisien Luc Capdevila, historien spécialiste de la guerre. Reste donc à savoir si la mer peut être considérée comme telle. Dans l'histoire, ces mêmes conventions n'ont pas toujours été respectées, notamment pour éviter qu'un culte du mort puisse être favorisé par l'emplacement d'une tombe. Outre l'exemple de Ben Laden, Luc Capdevila cite ainsi l'exemple de l'incinération des corps des dirigeants nazis condamnés à mort par le tribunal international de Nuremberg, pendus puis incinérés, dont les cendres furent dispersées dans un affluent de l'Isar pour les mêmes raisons. En 2011, le choix fait par les États-Unis n'avait cependant pas empêché un Américain nommé Bill Warren de partir à la recherche de la dépouille d'Oussama Ben Laden, afin, disait-il, d'apporter la preuve ultime que le chef d'Al-Qaïda était bel et bien mort. Ce chasseur d'épaves, devenu pêcheur de corps, avait même déclaré avoir localisé celui du cerveau des attentats du 11 septembre grâce aux images satellites transmises par une source du Pentagone. 8 ans plus tard, sa démarche n'a pourtant pas abouti. Depuis des mois, l'homme dont la mort avait été évoquée à plusieurs reprises continuait de revendiquer plus ou moins opportunément des attentats à travers le monde. Les États-Unis offraient 25 millions de dollars pour la capture de cet homme le plus recherché de la planète. Cette discrétion en a fait l'antithèse d'Oussama Ben Laden, le numéro 1 d'Al-Qaïda. Retour sur la vie et la mort d'un calife autoproclamé. Surnommé le fantôme, Abou Bakr al-Baghdadi a d'abord été un étudiant en religion, puis un combattant djihadiste de second rang. S'il a été le premier chef djihadiste à instaurer un proto-État, son califat autoproclamé aujourd'hui fait long feu. Le dernier réduit de l'État islamique est tombé en mars à Baghouz, en Syrie, et des dizaines de milliers de ces djihadistes sont désormais dans les prisons des Kurdes de Syrie ou de l'État irakien. Diabétique et blessé, Ibrahim Awad al-Badri, de son vrai nom, montrait rarement son visage. Du temps du califat, il n'a fait qu'une seule apparition publique, en juin 2014, en prononçant un sermon devant ses partisans. Son visage n'est reparu qu'une autre fois, sur une vidéo diffusée en avril. Il s'est par ailleurs exprimé via des enregistrements sonores. Sa discrétion en a fait l'antithèse d'Oussama Ben Laden, qui diffusait régulièrement des cassettes vidéo. Prêchant dans une mosquée peu fréquentée de l'Irak, sous la dictature de Saddam Hussein, il a développé une vision assez claire de là où il voulait aller et de l'organisation qu'il voulait créer. C'est un planificateur secret, nous explique la journaliste Sophia Amara. Après avoir créé un groupuscule djihadiste lors de l'invasion américaine de l'Irak en 2003, il est arrêté en février 2004 et emprisonné au camp Buqa. Cette immense prison installée par les Américains à l'extrême sud de l'Irak sera surnommée l'université du djihad. Là, peu à peu, tout le monde s'est rendu compte que ce type timide était un fin stratège, poursuit notre journaliste. Libéré de Buqa après 10 mois, faute de preuves, al-Baghdadi devient l'homme de confiance de son successeur, Abu Omar al-Baghdadi. Il prendra sa relève à sa mort en 2010 sous le nom d'Abou Bakr al-Baghdadi, en référence au premier calife successeur du prophète Mahomet. Rebaptisé État islamique, son organisation supplante ensuite Al-Qaïda. Mais Baghdadi est rapidement forcé à la retraite au désert. Il aurait d'abord trouvé refuge dans la zone désertique allant du centre de la Syrie à l'Irak. C'est là que son fils a été tué en juillet 2018. Celui qui s'était un temps posé en chef suprême des musulmans du monde aura finalement trouvé la mort à Idlib, dernier carré djihadiste de Syrie. Alors la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi signifie-t-elle pour autant la fin de Daesh? Il n'en est rien. Dans le nord de la Syrie, l'organisation terroriste survit à la mort de son chef. L'État islamique a multiplié les attentats ces derniers jours. Voyez le compte-rendu du reportage réalisé par Delphine Minoui, envoyée spéciale en Syrie pour le journal Le Monde. Il a pris une grande inspiration avant de s'exprimer. La peur, je n'en peux plus de vivre avec la peur, lâche Mohamed via WhatsApp, encore sonné par l'attentat qui a frappé sa ville. Ce jeudi matin, il est environ 5h30 quand Afrin, au nord-ouest syrien, se réveille en sursaut au bruit d'une énorme explosion. Les images inondent aussitôt le portable du jeune fonctionnaire syrien, corps défiguré, cajots de pommes renversés, lambeaux de chaussures échoués dans une flaque de sang. Un camion chargé d'explosifs détonne en plein milieu d'un marché en tuant au moins 10 personnes. L'attaque inhabituelle dans cette localité sous contrôle étroit des supplétifs syriens de l'armée turque n'a pas été revendiquée, mais tous les regards se tournent vers l'organisation de l'État islamique.
Si Abou Bakr al-Baghdadi est fini, la menace de Daesh est toujours bien vivante, déplore Mohamed. Les populations locales ont été témoins des décapitations, de la dérive extrémiste de Daesh, elles ont été victimes du racket imposé par le prélèvement de taxes. Aujourd'hui, les gens sont fatigués, comme un sinistre jeu de dominos où les explosifs ont remplacé les cartes. Le nord de la Syrie connaît une vague ininterrompue d'attaques depuis la mort du fondateur de l'État islamique. Dans la même journée de jeudi, une personne a été blessée à Sarmin, dans la province d'Idlib, par une bombe artisanale. À Al-Raï, dans la région d'Alep, c'est une moto qui a explosé. Si la mouvance djihadiste est symboliquement affectée par la disparition de son maître, dont le remplaçant Abou Hamza el-Kourachi vient d'être nommé, elle a encore les moyens d'encourager ses partisans à la revanche. Fini l'époque où l'organisation, créée en 2014, rêvait d'établir un califat à cheval entre la Syrie et l'Irak. Fini aussi le temps où le contrôle de certaines installations pétrolières lui permettait de payer grassement ses combattants. Ces places fortes, c'est-à-dire les deux capitales, Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie, ont été reconquises par la coalition sous égide des États-Unis avec le concours actif des milices kurdes. Daesh, qui a perdu de nombreux combattants lors des différentes offensives, peine également à attirer de nouvelles recrues parmi les civils. Les populations locales ont vu son vrai visage. Elles ont été témoins des décapitations, de la dérive extrémiste. Elles ont été victimes du racket imposé par le prélèvement de taxes. Aujourd'hui, les gens sont bel et bien fatigués. Ces dernières semaines, le retrait américain suivi de l'offensive militaire turque dans le nord de la Syrie n'ont fait qu'aggraver la vulnérabilité de cette région où les alliances à géométrie variable sont également propices à la survie de Daesh. D'après le colonel Hassan Rajoub, contacté par téléphone dans la partie de la province d'Alep, encore sous contrôle de l'opposition, homme qui a été de toutes les batailles contre Daesh, il affirme une organisation affaiblie, certes, mais dont la capacité de nuisance est toujours de mise. Pour lui, il ne faut pas sous-estimer les cellules dormantes. Nous restons en état d'alerte maximale. De nombreux djihadistes sont entrés dans la clandestinité après avoir fui les zones qui leur ont été reprises. Nous avons renforcé les contrôles à l'entrée de la province d'Idlib, où sont arrivés de nombreux déplacés. Des membres de Daesh peuvent se dissimuler parmi les civils. Peut-on parler d'un attentat terroriste? En France, lundi en fin d'après-midi, un octogénaire a ouvert le feu sur une mosquée à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. L'attaque a fait 2 blessés graves, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur des faits, Claude Sinquet, ancien candidat Front National aux élections départementales de 2015, a confié aux enquêteurs vouloir venger la destruction de Notre-Dame de Paris, affirmant que l'incendie de cet édifice a été provoqué par des membres de la communauté musulmane. Tireur solitaire, instable psychologiquement ou auteur conscient d'un attentat, l'enquête qui vise Claude Sinquet semble pencher pour la première hypothèse. Le parquet de Bayonne a d'ailleurs annoncé mercredi que le parquet national antiterroriste n'entend pas se saisir du dossier. Une décision qui a fait bondir l'avocat des deux victimes pour qui cette affaire relève bien d'un acte terroriste. Fin de citation. Toujours en France, une école et plusieurs salles de classe ont été incendiées dans le quartier de la Dévèze, à Béziers, dans l'Hérault, dans la nuit d'Halloween. Des policiers ont également été pris à partie lors de cette soirée de violences urbaines. 2 salles de classe ont été totalement détruites et une dizaine d'autres mises hors d'usage dans la nuit du jeudi 31 octobre au vendredi 1er novembre dans le quartier de la Dévèze à Béziers dans l'Hérault, réputé sensible. Parents d'élèves et enseignants sont bouleversés. Ça fait vraiment mal au cœur. On pense aux enfants, à la façon dont ils vont réagir, et aux enseignants et à tout l'investissement qu'ils mettent pour que les enfants se sentent bien dans l'école. Ça triste une mère de famille. Vendredi matin, les murs fumaient encore et menaçaient de s'effondrer. L'avenir de cette école qui accueille 300 enfants pourrait être compromis. Ils vont être répartis dans plusieurs écoles voisines. Le bâtiment incendié, lui, va être totalement détruit. En bref, 6 personnes ont été blessées, dont une grièvement jeudi soir dans une fusillade dans un bar de Marseille, victime d'un homme armé d'un fusil à pompe. La fusillade a eu lieu vers 20h45 après qu'un homme eut fait irruption et ouvert le feu dans le bar pour une raison encore inconnue. L'agresseur arrivé en moto a aussitôt pris la fuite. Toujours en France, cette découverte macabre à présent, les ossements retrouvés cette semaine dans les Ardennes sont bien ceux d'Anaïs Guillaume. La jeune femme avait disparu en 2013. En avril dernier, son ex-amant, Philippe Gillet, a été condamné pour meurtre. On fait le point sur ce fait divers particulièrement sombre. Le corps retrouvé lundi enterré sous un tas de fumier à proximité de la propriété de Philippe Gillet, condamné à 22 ans de prison en avril 2019 pour ce meurtre, est bien celui d'Anaïs Guillaume, disparu le 16 avril 2013 à l'âge de 21 ans. Ce nouveau rebondissement ouvre toutefois de nouvelles perspectives.
À l'enquête, il y a un mois, maître Ghislain Fay, l'avocat de Philippe Gillet, lors de son procès, reçoit un étonnant courrier. Les coupables de la disparition d'Anaïs sont toujours en liberté, écrit un corbeau anonyme. Selon l'auteur de cette lettre, la jeune femme a été enlevée et retenue en Belgique jusqu'en 2016, puis elle aurait été enterrée avec de la chaux vive sous un tas de fumier, fouillé par la gendarmerie en 2015. Surtout, le corps de la jeune femme y est toujours, assure le corbeau. Une élucubration de plus, pensent alors nombre d'acteurs de ce dossier marqué par l'intervention de médiums et de nombreuses rumeurs anonymes. Lundi, les gendarmes sont avisés et découvrent un ensemble d'ossements évoquant les éléments d'un squelette humain. Le corps d'Anaïs Guillaume est confirmé par un test ADN. La question désormais de savoir si ce nouvel élément accable encore plus Philippe Gillet ou si ça le disculpe. D'un côté, le corps est retrouvé sur son terrain, c'est imparable, mais si les os ont été placés là après l'arrestation de Philippe Gillet, ça change tout. Le procureur de la République a toutefois assuré que le corps avait été trouvé à un endroit qui n'avait pas fait l'objet d'excavation pendant l'instruction judiciaire. En clair, le tas de fumier avait bien été fouillé par les gendarmes, mais le sol en dessous n'avait pas été creusé. Pour avoir voulu aider son père, la fille de Philippe Gillet devrait prochainement être entendue par la section de recherche de Reims dans le cadre d'une enquête ouverte pour modification de scène de crime. Cette jeune majeure, instrumentalisée par son père, selon un bon connaisseur du dossier, n'a jamais cru à la culpabilité de Philippe Gillet. Même lorsqu'il a été poursuivi et acquitté pour des coups mortels sur sa femme morte écrasée par une vache, selon l'agriculteur, sa fille l'a soutenu. Malgré la prison, ils ont toujours gardé le contact, confirme son avocat qui est en phase de séparation avec son client. Philippe Gillet, qui a toujours nié avoir tué Anaïs Guillaume, devrait lui être entendu prochainement. J'en viens à cette alerte orange lancée par Météo France depuis hier concernant 8 départements, vous les voyez sur cette carte, la Gironde, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Charente et la Vendée. Ce dimanche à midi, seuls 4 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France. L'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme sont en alerte au vent violent, tandis que la Corse du Sud est en vigilance pour un risque de pluie-inondation. Le premier week-end de la Toussaint a donc été particulièrement venteux. Une première tempête hivernale, baptisée Amélie par les météorologues, avec des vents violents, est arrivée sur le littoral atlantique ce dimanche. Les rafales de vent ont atteint localement les 160 km/h. 8 départements de l'ouest de la France subissent depuis 1h du matin la première tempête automnale, nécessitant une vigilance particulière, indique Météo France, qui conseille de limiter ses déplacements dans ces départements. La dépression liée à la tempête Amélie se situait hier matin au large de l'Irlande. Quelques 140 000 foyers sont encore privés d'électricité ce dimanche matin dans le sud-ouest. La situation est évolutive, les équipes sont toujours mobilisées sur le terrain. À l'aube, des rafales de vent à 163 km/h ont été relevées au Cap Ferret en Gironde. Des vents allant jusqu'à 146 km/h ont été enregistrés à Belle-Île-en-Mer, la plus forte rafale relevée sur place pour un mois de novembre depuis 1996. 140 km/h à Messanges, dans les Landes, 120 km/h sur l'île de Groix et sur l'île Dieu. Des dégâts ont été signalés en Charente et en Charente-Maritime où 7500 foyers ont été privés d'électricité. Le port de La Rochelle a subi quelques dégâts. En Vendée, 70 interventions ont été effectuées par les pompiers pour des branches tombées sur les voies notamment. L'accès au pont de l'île d'Oléron est interdit aux vélos et aux camions. Les liaisons maritimes vers l'île d'Aix sont suspendues jusqu'à 18h ce soir. De fortes pluies touchent également le sud-est du pays. Une quarantaine de personnes ont été mises en sécurité à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, prises au piège par la montée des eaux dans leur véhicule ou à leur domicile. Une quarantaine de gens du voyage ont été évacués. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 1 heure à Marseille, 42 mm. Dans la région de Nice, il est tombé plus de 50 mm de pluie en 30 minutes, ce qui a occasionné des inondations locales. Plus à l'ouest, le match Nîmes-Rennes, qui devait avoir lieu samedi soir, hier soir à 20h45, a été annulé car le terrain était impraticable en raison des précipitations qui se sont abattues sur cette partie du Gard toute la journée. Enfin, l'autoroute A8 a été coupée ce matin entre Nice Centre et Nice Nord à cause de coulées de boue provoquées par les fortes pluies. Autre image en Martinique, cette fois-ci des pluies diluviennes se sont abattues sur le sud de l'île, noyées en quelques minutes ce jeudi. Les 2 fleuves qui traversent la ville de Rivière-Pilote ont débordé suite à de violentes intempéries, les eaux atteignant jusqu'à 2 mètres de hauteur. Plusieurs voitures se sont retrouvées piégées, les habitants ont été contraints de se réfugier sur les hauteurs.
Au nord de l'île, dans la commune de François, les Martiniquais ont heureusement pu s'organiser pour mettre à l'abri leurs biens avant la montée des eaux. Un restaurateur de Rivière-Pilote a découvert l'étendue des dégâts dans sa cuisine, une véritable catastrophe, estimant les réparations à 80 000 euros. Plus largement, Météo France a annoncé la fin du risque d'inondation et les communes touchées demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. De nombreux commerçants surendettés doivent se résoudre à mettre la clé sous la porte. Rappelons que la Martinique a déjà été lourdement impactée par le passage de l'ouragan Dorian le 27 août dernier. Autre type de catastrophe naturelle, les incendies. Ces derniers sont particulièrement intenses aux États-Unis, dans l'État de Californie. De nouveaux incendies se sont déclarés ce jeudi près de Los Angeles, portés par les vents violents, entraînant une nouvelle vague d'évacuation forcée dans le sud de l'État. Plus d'une dizaine de feux sont actifs dans la région depuis plusieurs jours, combattus par des milliers de pompiers. À San Bernardino, à 100 km à l'est de Los Angeles, le Hillside Fire s'est déclaré jeudi avant l'aube. Il a déjà détruit plusieurs bâtiments et un ordre d'évacuation a été émis pour une partie de la ville. Un peu plus tard, un autre incendie a démarré dans la vallée du Jurupa, à quelques kilomètres au sud de San Bernardino, entraînant là aussi destructions et évacuations. L'opérateur électrique Edison a annoncé qu'il pourrait couper l'alimentation des lignes à haute tension pour éviter les courts-circuits qui pourraient provoquer un incendie. Quelques 64 000 usagers de la région sont concernés par ces coupures de courant. Ces conditions extrêmement critiques, vent fort, faible taux d'humidité, sécheresse de la végétation devraient durer une partie de la journée et encore un peu en début de semaine. La météorologie nationale prévoit des rafales entre 65 et 100 km/h en matinée avant une accalmie en fin d'après-midi et en début de semaine. Mercredi, la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan a échappé de justesse à un autre feu près de Los Angeles, baptisé Easy Fire. L'incendie s'est déclaré vers 6 heures dans la vallée de Simi, au nord-ouest de la métropole californienne, avant de s'étendre sur plus de 600 hectares dans la journée. Le feu n'était contenu qu'à 5% mercredi soir et les autorités restaient prudentes en raison des vents qui continuent à souffler. À plus de 600 km au nord, près de San Francisco, les pompiers ont fait des progrès face au Kincaid Fire, qui a dévoré plus de 31 000 hectares dans la région viticole du comté de Sonoma en une semaine. Le feu était contenu à 60% par les quelques 5 000 soldats du feu déployés sur la zone. Selon les secours, les flammes prendront des semaines pour être complètement éteintes. Toute la Californie a été placée dimanche en état d'urgence par son gouverneur, Gavin Newsom. Les incendies font régulièrement des ravages dans cet état, mais leur fréquence est sensiblement accélérée ces dernières années. L'État avait connu en novembre 2018 le Camp Fire, l'un des incendies les plus meurtriers de son histoire, faisant 86 morts et plusieurs dizaines de milliers de déplacés. Autre sinistre d'une nature tout autre. En Asie, un incendie s'est déclaré ce jeudi matin à bord d'un train de passagers au Pakistan, faisant au moins 71 morts et une quarantaine de blessés. Seuls 18 corps ont pu être identifiés à ce stade. Le train en feu se trouvait près du district de Raimyar Khan, dans la province du Pendjab, au centre du pays. Des médias locaux ont rapporté que des passagers étaient en train de se cuisiner un repas lorsque la bonbonne a explosé. Les accidents ferroviaires sont fréquents au Pakistan, pays qui a hérité de son passé colonial sous domination britannique, un vaste réseau de chemins de fer. Mal entretenu, il est aujourd'hui décrépit après des décennies de déclin dû à la corruption, à une gestion inadéquate et au manque d'investissement. En politique, direction l'Allemagne, lors des élections régionales en Thuringe, le parti d'extrême droite AfD a doublé son score de 2014 et devancé le parti d'Angela Merkel, CDU. Le parti d'extrême gauche Die Linke conserve cependant son fief dans cette région. C'est une énième déconvenue pour la chancelière allemande. L'extrême droite allemande, emmenée par sa figure la plus radicale, a enregistré une nouvelle forte progression lors d'un scrutin régional dimanche dernier, qui confirme aussi le repli des partis traditionnels de gouvernement, comme celui de la chancelière Angela Merkel. Selon les estimations des chaînes de télévision publiques, l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, est avec près de 24% arrivée en deuxième position lors de l'élection régionale en Thuringe, dans l'ex-Allemagne de l'Est communiste, faisant plus que doubler son score du précédent scrutin de 2014. Le parti anti-migrant eurosceptique devance les conservateurs, la CDU de la chancelière. Ces derniers perdent plus de 10 points avec seulement autour de 22% dans ce land qu'ils ont jadis dominé sans partage. Il s'agit de leur plus mauvais score jamais réalisé dans cette région depuis la réunification allemande en 1990. L'extrême droite a elle parlé d'un séisme électoral en sa faveur. Sa figure de proue dans cette région, Björn Höcke, tenant de l'aile plus droitière du mouvement, a estimé que l'AfD en progression constante depuis 2015 et
l'arrivée de centaines de milliers de migrants dans le pays, était en train de devenir un grand parti populaire national. Ce score est d'autant plus notable que l'AfD a été très critiqué juste avant le scrutin, suite à un récent attentat antisémite et xénophobe ayant fait 2 morts à Halle, dans l'état régional voisin de Saxe-Anhalt, et commis par un sympathisant néo-nazi. L'Est de l'Allemagne confirme avec la Thuringe son statut de bastion du parti. En septembre déjà, l'AfD y avait dépassé à l'Est la barre des 20% dans 2 scrutins, en Saxe et dans le Brandenburg. Elle est plus faible dans l'ouest du pays et est créditée au plan national d'environ 15% des suffrages. En Thuringe, c'est l'actuel chef du gouvernement régional, Bodo Ramelow, membre de la gauche radicale, qui est arrivé en tête avec un peu moins de 30%, un score en progression. Pour la CDU et les sociodémocrates, ce scrutin constitue une énième déconvenue de nature à fragiliser un peu plus le gouvernement fédéral d'Angela Merkel, où ces 2 formations sont partenaires de coalition, mais affichent de plus en plus leur désaccord, tout comme récemment sur la Syrie et la Turquie. Cette photographie à présent de manifestations en Algérie. Des milliers de personnes ont occupé jeudi soir les alentours de la Grande Poste à Alger. Plusieurs manifestants ont été arrêtés par les services de sécurité, notamment à la place des Martyrs et à la rue Assiba Ben Bouali, près de la place de la Liberté de la Presse. Les manifestants venus des 4 coins du pays scandent des slogans hostiles au pouvoir et ont pris part à la marche de vendredi, 37e vendredi de la Révolution pacifique, coïncidant avec le 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération d'Algérie. Le mouvement social a démarré au sein du Technicentre de Châtillon, en région parisienne. Les grévistes protestent contre leurs conditions de travail. 200 salariés sur 700 sont actuellement en grève. Mercredi soir, la SNCF a annoncé une reprise du trafic progressive à partir de jeudi. Durant ce week-end de la Toussaint, 8 TGV sur 10 ont circulé sur l'axe atlantique. Une grève reconductible se dessine à la SNCF. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminot, dans un entretien aux Parisiens ce samedi, grève à laquelle devrait se joindre la RATP. Et puis, après 12 ans de bons et loyaux services, Guillaume Pépi, le président de la SNCF, a passé la main ce jeudi 31 octobre. C'est le chef de l'État qui l'a annoncé en septembre sur une proposition du Premier ministre Édouard Philippe. Jean-Pierre Farandou, âgé de 62 ans, prend donc les rênes de la société ferroviaire. Une promotion pour cet homme qui travaille à la SNCF depuis 1981. Ce vendredi 1er novembre n'est pas seulement le coup d'envoi du mois sans tabac. Ce jour marque aussi une nouvelle augmentation du prix du paquet de cigarettes de 50 centimes d'euros. Il s'agit là de la 4e hausse depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. D'ici novembre 2020, le paquet devrait atteindre les 10 euros. L'objectif, réduire la consommation de tabac. Cette mesure contribue-t-elle vraiment à diminuer le nombre de fumeurs? Enquête. L'exemple de l'Australie est frappant. En faisant passer le prix du paquet au-dessus de 20 $, le pays a divisé par 2 le nombre de fumeurs. Le constat peut-il être le même en France? Ce vendredi a été lancé le coup d'envoi du mois sans tabac, alors qu'une nouvelle augmentation du prix du paquet de cigarettes de 50 centimes d'euros était observée. Les Gauloises blondes passent par exemple de 8,50 € à 9 € et les Marlboro de 8,80 € à 9,30 €. Il s'agit là de la 4e hausse depuis 2017. D'ici novembre 2020, le paquet devrait atteindre 10 €. L'objectif est clair, réduire sensiblement la consommation de tabac. C'est vraiment la mesure la plus efficace pour réduire le tabagisme, affirme le professeur Yves Martinet, président du Comité national contre le tabagisme. Étude à l'appui, le professeur de pneumologie est formel. Si l'on augmente le prix de paquet de 10%, la consommation diminue d'environ 4%. Mécaniquement, lorsque les prix augmentent, les fumeurs intermittents achètent moins souvent de paquets. Ceux qui fument quotidiennement vont davantage se restreindre, tandis que les personnes qui ont arrêté sont moins tentées de s'y remettre. Quant aux jeunes, ils sont évidemment moins nombreux à commencer à fumer. La baisse de consommation est moins importante dans les classes de niveau socio-économique élevé, mais elle est plus marquée chez les jeunes et les personnes ayant de faibles revenus. Comment ont évolué les ventes? Selon la Direction générale des douanes et des droits indirects, la quantité totale de cigarettes vendues est passée d'environ 97 000 tonnes à 40 000 entre 2000 et 2018, soit une diminution de 41%. Depuis les années 70, les ventes et le prix évoluent en miroir. Plus les prix augmentent, plus les ventes diminuent. Ainsi, la baisse des ventes constatée depuis 2016 s'est accentuée en 2018 à la faveur des hausses de prix intervenues au 1er mars 2018 en particulier.
Les ventes de cigarettes ont ainsi reculé de 9% et pour le tabac à rouler, la diminution a été de 10%. En revanche, la stabilité des prix entre 2014 et 2017 s'est accompagnée d'une stagnation des ventes. Mais moins de ventes ne signifie pas pour autant moins de fumeurs. Dans les départements qui bordent les pays limitrophes, où le tabac est moins cher, on constate que les baisses de ventes sont plus fortes que dans les départements du centre de la France. Cela veut donc bien dire que des consommateurs franchissent la frontière pour aller acheter leur paquet. Mais nous ne disposons pas d'outils pour mesurer exactement quelle part arrête de fumer et quelle part achète à l'étranger. En tout cas, il ne faut pas se leurrer, les achats transfrontaliers et la contrebande sont répandus. Mais d'après les dernières enquêtes réalisées par les autorités sanitaires, le nombre de fumeurs diminue malgré tout. La part d'adultes fumeurs est passée de 29% en 2016 à 25,4% en 2018. Les pouvoirs publics ambitionnent désormais d'atteindre les 24% de fumeurs en 2020. Vous étiez sans doute nombreux ce week-end dans les cimetières pour fleurir les tombes de vos proches. Fête de la Toussaint, jour des morts, les pratiques religieuses et les coutumes conduisent à des célébrations partout dans le monde, avec la palme de la fête sans doute pour le Mexique. En Corée, en Algérie, les célébrations sont différentes et restent un moment fort pour les familles. Petit tour d'horizon en images. Nombre de catholiques se sont recueillis ce week-end de la Toussaint auprès de leurs morts, et ce dans de très nombreux pays, à commencer par le Mexique. On peut sans doute affirmer que la palme des célébrations de la Toussaint revient au Mexique. Dire que nous commémorons plus que timidement en France nos défunts est un euphémisme entre choc des cultures, choc de tequila et syncrétisme religieux. Au Mexique, les cimetières se transforment en pistes de danse géantes, les tombes en comptoirs improvisés, le tout tapissé de Cempasúchil, la fleur de la mort, tout en faisant le bisou à une Catrina, un personnage issu du folklore mexicain. Tout cela peut nous sembler étrange, tellement étrange qu'on se croirait presque dans les noces funèbres de Tim Burton ou encore dans le film d'animation Coco des studios Disney. La fête des morts au Mexique, Dia de Muertos, le 1er et le 2 novembre, c'est l'occasion de se retrouver en famille, vivants et défunts. Ce sont donc des journées joyeuses. Les Mexicains n'ont pas peur de la mort, ils se moquent d'elle. En Corée du Sud, pas de célébration de la Toussaint, mais une fête nommée Chuseok. C'est l'une des festivités les plus importantes du pays, le nom signifie fête de la mi-automne. La date évolue chaque année et la célébration s'étale sur 3 ou 4 jours. À cette occasion, les Sud-Coréens rentrent chez eux et se réunissent en famille. Il s'agit de remercier la nature et la terre pour la récolte de l'année et pour demander l'abondance. C'est aussi à cette occasion que nous honorons nos défunts. En Polynésie française, à la sortie des offices, les foules se pressent dans les cimetières décorés de centaines de milliers de fleurs blanches. Certaines sépultures sont des œuvres d'art. À la tombée du jour, elles sont éclairées par les bougies qui créent au-dessus des cimetières une sorte de halo lumineux. Les familles entonnent alors les hymens, les chants religieux. Les fleurs sont choisies pour donner de la couleur aux tombes et aux cimetières. Elles sont très odorantes, comme le tiaré. Le culte peut s'étaler sur plusieurs jours, là encore, et n'est surtout pas triste. La mort fait partie de la vie et on la fête avec beaucoup de chaleur. En Algérie, pas de Toussaint ou de fête des morts, mais des commémorations au long cours et propres à chaque famille, du moins pour les sunnites, car les chiites sont plus proches de la tradition chrétienne. Le sunnisme, principal courant religieux de l'islam, célèbre donc les défunts en différentes étapes et selon les décisions de la famille. Le jour du décès, il y a l'invocation coranique, ensuite au 7e jour, au 40e et au bout d'un an, de grands repas de famille sont organisés à la mémoire de la personne disparue. En Russie, enfin, le mardi de la seconde semaine après Pâques, qui s'appelle la semaine de Thomas ou de Radonitska, l'église orthodoxe russe célèbre Radonitska, le jour de joie où les défunts sont particulièrement commémorés. Selon la tradition, on apporte des œufs décorés, des gâteaux de Pâques, le koulich, le pacha, et on partage le repas commémoratif avec les plus démunis. C'est bien entendu un rappel de la Trisna, ce repas commémoratif sur les tombes dont parlent les chroniques slaves, mais pour les chrétiens, ce contact réel et vivant avec les défunts est la démonstration qu'après la mort, ils sont toujours les membres de l'Église de Dieu, car il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. En sport, l'Afrique du Sud entre dans l'histoire du rugby en battant l'Angleterre 32-12 hier matin à Yokohama en finale de la Coupe du Monde. Les Springboks ont décroché leur 3e couronne mondiale après celle de 1995 et 2007 et rejoignent la Nouvelle-Zélande et l'Australie en tête du classement des nations les plus titrées. Retour sur ce match explosif. Les Springboks ont décroché samedi à Yokohama face à l'Angleterre, 32-12, passés à côté d'une finale longtemps fermée, leur 3e Coupe du Monde, 12 ans après la dernière, et rejoignent ainsi au Panthéon la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le rugby est un sport qui se joue à 15 et tous les 12 ans ce sont les Springboks qui gagnent. 12 ans s'étaient déjà écoulés
entre leur premier titre à domicile en 95 et leur deuxième en France en 2007, déjà face aux 15 de la Rose, 15-6, à l'époque uniquement par leur buteur, rôle qu'a parfaitement assumé André Pollard samedi, avant que les ailiers Makazole Mapimpi puis Cheslin Kolbe ne donnent une plus grande ampleur au score. Le rugby est aussi ce sport qui sacre roi du monde les 2 tiers du temps la même équipe, soit les All Blacks avec leur jeu de mouvement et de passe, soit les Springboks dans un style plus direct, frontal et brutal, qui a eu raison des rêves anglais d'un deuxième sacre après celui de 2003, ainsi que ceux de l'hémisphère nord de s'inviter une deuxième fois au festin des nations du Sud. Cette force traditionnelle, celle de leurs avants massifs, leur a permis de revenir de nulle part pour monter sur le toit du monde lors de la première Coupe du Monde disputée en Asie. C'est 2 ans en arrière, ils étaient moribonds, sortant de 2 années catastrophiques marquées par des défaites historiques, dont la plus large de leur histoire, 57-0 en Nouvelle-Zélande en septembre 2017 et leur première en Italie 2018. Le sélectionneur anglais Eddie Jones a donc manqué son objectif d'être champion du monde 4 ans après l'échec du mondial à domicile où le 15 de la Rose avait été éliminé en poule pour la première fois de son histoire. L'Angleterre, si impressionnante jusqu'ici, balayant l'Australie en quart de finale puis les All Blacks en demi, a manqué sa finale. Difficile de ne pas y avoir un lien avec justement l'énergie physique et mentale déployée face à l'Afrique du Sud. Sachez enfin que la Nouvelle-Zélande finit sur la 3e marche du podium de ce mondial. Elle a battu le Pays de Galles sur l'excellent score de 40-17. En football, le PSG a pulvérisé son adversaire dimanche dernier au Parc des Princes lors de la 11e journée de Ligue 1. 4-0. Les Parisiens ont marqué leurs 4 buts en seulement 45 minutes. Après la pause, les Parisiens ont levé le pied et se sont contentés de gérer leur avantage au score sans trop se faire de frayeur. Invaincu depuis 20 matchs, désormais face au rival marseillais, le PSG a pleinement rempli sa mission. Au classement provisoire, le PSG est en pole position avec 27 points devant Angers et Nantes. Marseille est 4e. Et puis du tennis aussi dans l'actualité sportive cette semaine avec les Masters 1000 de Paris-Bercy et ce triste constat pour la France, il n'y a plus de Français en course après la lourde défaite de Gaël Monfils contre Shapovalov 6-2, 6-2. C'est au tour de Jo-Wilfried Tsonga de sortir de ce tournoi contre Rafael Nadal. Contrairement à son acolyte, Tsonga aura au moins tenu tête à son adversaire durant un set, perdu 7-6, avant de s'effondrer dans le deuxième 6-1. C'est la première fois depuis 6 ans que Nadal se hisse dans le dernier carré à Bercy, mais il ne l'emportera pas. La finale a lieu ce dimanche et elle opposera le Serbe Novak Djokovic au Canadien Denis Shapovalov. À la télévision, cette semaine, de l'histoire, beaucoup d'histoire, avec la guerre d'Algérie et un nouveau numéro de Secret d'Histoire, et également la série Apocalypse, un nouveau numéro inédit, mais aussi de la musique avec la 21e édition des Energy Music Awards. Ce soir, France 5 diffuse Algérie, la guerre des appelés, un documentaire exceptionnel qui donne la parole aux anciens appelés, plongés à 20 ans dans l'horreur de ce conflit sanglant et montre de nombreuses images d'archives inédites. Dans ce documentaire en 2 parties, programmé à 20h50, Thierry Delestrade et Sylvie Gilman dressent la saga de ces 2 millions de jeunes Français qui ont traversé la Méditerranée de 1955 à 1962 pour participer officiellement à des opérations de maintien de l'ordre, un des multiples euphémismes utilisés par les autorités françaises pour désigner ce conflit. Ce sera la dernière génération en France engagée massivement dans une guerre. Le parti pris de ce documentaire, diffusé à l'occasion des 65 ans du début de la guerre d'Algérie, est de s'appuyer sur des témoignages directs d'anciens appelés, tous filmés dans un décor identique et volontairement sobre, et illustrés par de nombreux films personnels et amateurs tournés en 8 mm, en noir et blanc ou en couleur, un travail de reconstitution par la mémoire et par l'image qui s'appuie sur les travaux de l'historien Tramor Kemener, conseiller historique du documentaire. Il a récupéré de nombreuses archives inédites auprès des cinémathèques et de particuliers et a convaincu de parler des anciens d'Algérie qui n'avaient encore jamais raconté leur histoire. Une démarche qui rappelle le travail sur la guerre du Vietnam du célèbre documentariste américain Ken Burns. Demain soir, à 21h05 sur France 3, un nouveau numéro de Secret d'Histoire, consacré cette fois-ci au chevalier Charles Déon de Beaumont, personnage haut en couleur de la fin du XVIIIe siècle, l'un des plus énigmatiques de l'histoire, qui a pour particularité d'avoir vécu une période dans la peau d'un homme, puis dans celle d'une femme. Mais c'est aussi l'un des premiers espions français, brillant manieur d'épée, ambassadeur à Londres, avant de finir sa vie dans la misère, sous le nom de Geneviève Déon. Riche en rebondissements, sa vie aventureuse se dévore tel un roman, et plus on en découvre sur le personnage, plus il intrigue.
Mardi soir à 21h05 sur France 2, un nouveau numéro d'Apocalypse, intitulé La guerre des mondes, 1945-1991. Après s'être penché sur les deux conflits mondiaux, Daniel Costel et Isabelle Clarke portent leur regard sur la période de la guerre froide. Ce mardi sont ainsi diffusés les 3 premiers épisodes de ce nouveau numéro d'Apocalypse. Les 3 derniers seront diffusés la semaine suivante. Ce nouvel opus porte sur les conflits nés de la guerre froide, guerre d'Indochine de 1946 à 1954, la guerre de Corée de 1950 à 1953, ou encore le Vietnam de 1960 à 1975. Pour trouver ces documents, le duo a fouillé près de 50 ans d'histoire, mais explorer une période aussi longue n'a jamais effrayé ces passionnés d'archives, d'autant qu'ils ont été épaulés par 15 documentalistes. Certains ont été dépêchés à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis, au Vietnam. Au total, la réalisation du projet a duré 10 ans. Apocalypse est la série historique la plus regardée au monde et diffusée dans plus de 165 pays, réalisée à partir de plus de 500 heures d'archives cinématographiques, souvent inédites et mises en couleur. Apocalypse nous emmène sur les champs de bataille, dans la tête des gouvernants et des soldats, mais aussi dans le quotidien des civils à l'arrière. La série pose un certain nombre de questions existentielles. La série répond également à des questions fondamentales par une approche stratégique et globale, mais aussi et surtout par un regard intime et sensible à hauteur d'homme. La narration est écrite par Isabelle Clarke et Daniel Costel et dite par Mathieu Kassovitz. Elle porte les voix, les souvenirs et les expériences de ces hommes et de ces femmes afin de mieux comprendre et ressentir ce qui a conduit le monde d'hier à l'apocalypse. Et samedi soir, en direct sur TF1, la 21e édition des Energy Music Awards qui se tiendra au Palais des Festivals de Cannes et qui sera retransmise sur TF1 et en simultané sur Énergie, est présentée par Nikos Aliagas. L'affiche de cette édition 2019 est complète. La cérémonie verra une pléiade de stars défiler sur la scène du Palais des Festivals. Sam Smith, Pedro Capo, Big Flo et Oli, Dadju, Romeo Elvis, Boulevard Désert, Claudio Capeo, Vita et Slimane viennent de confirmer leur venue. Ils complètent ainsi la première partie de la guest list précédemment annoncée qui comptait les Jonas Brothers, Angèle, Aya Nakamura, Jennifer, Kenji Girac, M. Pokora ou encore Soprano. Une belle soirée de musique en perspective, autant d'invités de marque qui se succéderont lors de cette nouvelle soirée à Cannes. Pour sa 21e édition, les Energy Music Awards récompenseront d'un trophée une fois de plus 13 groupes ou artistes nommés dans autant de catégories. Et c'est le public qui décide en votant pour leurs favoris sur internet ou lors de l'émission par téléphone. Nous vous rendrons compte de tous les résultats dimanche prochain. Et pour notre photo de la semaine, nous partons pour Manille, la capitale des Philippines, où en ce week-end de la Toussaint, il n'y a pas que les morts qui hantent les cimetières. La pénurie de logements pousse les plus démunis à trouver refuge dans les lieux de sépulture. Certains dorment même sur les tombes. Dans l'immense mégapole de Manille, capitale des Philippines où vivent plus de 12 millions d'habitants, il y a le quartier d'affaires et de verre, les petits arrondissements bourgeois, des bidonvilles de briques et de tôles, mais également d'improbables lieux de vie, les cimetières. Au milieu des tombes, ils dorment, jouent aux cartes, font la cuisine, vendent des chips ou des bonbons. Le photographe Sergio Ramazzotti donne à voir ici la vie quotidienne de plus de 6000 Philippins qui, faute de logement, se sont installés dans l'immense cimetière nord de Manille, une situation qui dure depuis de nombreuses années et face à laquelle les pouvoirs publics ne réagissent pas. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve mercredi pour notre grand angle qui sera consacré à Léonard de Vinci et dimanche prochain, naturellement, pour le journal. Très bonne semaine et bonne rentrée pour tous les élèves qui reprennent en cours demain.